qui s'intéresse à l'art, c'est quelqu'un qui a une longue pratique d'accompagnement des artistes sur le plan mais esthétique, mais également sur le plan de l'un de ses domaines de compétences de droit. Et il va nous parler des droits d'auteur, des droits voisins dans le cadre spécifique des arts visuels, parce que lorsqu'on parle de droits d'auteur et de droits voisins, il y a des aspects génériques, mais il y a des aspects aussi qui interpellent directement les artistes visuels. Et c'est d'autant plus important que, en fait, au-delà même des aspects esthétiques, il y a beaucoup d'aspects transactionnels dans le domaine des arts visuels. Et avoir des notions très claires sur les droits d'auteur et sur les droits voisins, ça permet de mieux naviguer dans cet univers. Maître, vous avez la parole. Cette thématique que j'ai accepté de traiter devant vous est toujours très ennuyeuse parce que c'est un sujet qui n'est pas drôle et qu'il est extrêmement difficile d'essayer de le rendre intéressant. Or, vous savez que l'une des ficelles en matière d'art oratoire, c'est d'essayer de mettre un peu d'humour, un peu de fantaisie dans son propos pour pouvoir essayer d'accrocher un petit peu son public. Là, malheureusement, il n'existe ni humour ni fantaisie, donc vous n'allez pas vous amuser du tout, et moi non plus. Donc, on va essayer quand même de rendre la chose intéressante. Je m'adresse à un public qui est extrêmement diversifié, puisque je reconnais des étudiants, des artistes, des enseignants, des experts de la SODAV, et tout cela fait quelque chose qui est assez complexe à gérer parce que vous savez que je suis obligé de me mettre au niveau moyen pour être à peu près compréhensible par tous, ce qui me vaudra à peu près certainement dans les interventions des techniciens qui vont me dire « Oui, à tel moment, vous avez évoqué le 4e alinéa de l'article 485, mais ce n'est pas le 4e alinéa, c'est le 5e. » Et évidemment, c'est d'une importance capitale par rapport à mon propos. Donc, on va essayer de faire simple pour pouvoir être un peu plus accessible. Alors, nous avons restreint cette intervention aux arts visuels, mais quand je parle de restriction, c'est très relatif, parce que les arts visuels, aujourd'hui, représentent beaucoup de choses différentes. Il faut déjà pouvoir les définir par les arts qui produisent des objets qui sont perçus essentiellement par l'œil. C'est ça la définition officielle des arts visuels. C'est-à-dire que ça englobe les arts plastiques traditionnels, qu'autrefois on appelait les beaux-arts et dont on a dégagé la notion restrictive d'esthétique, et auxquels s'ajoutent les techniques nouvelles, la photographie, le cinéma, l'art vidéo et l'art numérique, mais aussi les arts appliqués, les arts décoratifs, art textile, design, marqueterie et l'architecture. Alors vous voyez bien que rien qu'en parlant d'art visuel, on englobe énormément de choses et donc énormément de situations différentes qui sont d'autant plus complexes à essayer d'analyser. Alors, il faut savoir que les toutes premières manifestations relatives au droit de la propriété intellectuelle remontent déjà à l'époque des Romains, et les traces les plus évidentes qu'on en a conservées étaient relatives à des recettes de cuisine. Donc c'est vous dire comment on a des choses qui peuvent être assez amusantes. Et l'idée est la suivante. Lorsque vous avez travaillé pour pouvoir réaliser quelque chose, il est normal que ce quelque chose qui vous a demandé autant de travail et d'énergie, autant de talent, puisse être rétribué à la juste hauteur de ce que vous avez fait. Et il est évident que cela pose des tas de difficultés parce que même s'il y a eu une évolution progressive de la notion de propriété intellectuelle qui ne s'est fixée à peu près que dans le milieu du XIXe siècle jusque-là, ou en tout cas depuis la Révolution française à la fin du XVIIIe, c'est là qu'on a commencé à concevoir véritablement la propriété intellectuelle.
il n'empêche que ça reste quelque chose de très compliqué parce que, essentiellement, on n'est jamais arrivé à trouver une formulation internationale qui puisse satisfaire tout le monde. Et encore aujourd'hui, le monde est séparé entre les juristes de tradition française et les juristes de tradition anglo-saxonne qui ont une approche complètement différente. Ce qui pose des tas de difficultés parce que selon l'endroit où vous vous situez, et les liens de rattachement peuvent être multiples puisqu'ils peuvent dépendre du lieu où vous avez créé votre œuvre, du lieu où vous êtes domicilié, du lieu où se situe l'œuvre, du lieu où vous avez signé une transaction, vous avez une conception ou une autre des droits de propriété intellectuelle et cela, évidemment, porte beaucoup de complications par rapport à notre sujet. Alors, je vous indiquerai, chemin faisant, là où se trouvent les divergences les plus sensibles par rapport à ces sujets, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que il y a une organisation mondiale de la propriété intellectuelle qui existe, il y a une organisation africaine de la propriété intellectuelle également, et il est intéressant de savoir un peu ce que recouvre cette notion de propriété intellectuelle, parce que on fait deux grandes distinctions entre la propriété industrielle et puis la propriété relative aux arts, etc. Parce que vous avez des tas de choses qui sont regroupées, il est important que vous en ayez conscience, des tas de choses qui sont regroupées sous ces vocables. Vous avez évidemment tout ce que vous pouvez créer comme plan et comme dessin, j'entends au sens industriel du terme, des mécanismes, des machines, etc. Vous avez les indications géographiques lorsque, par exemple, vous avez des variétés de thé ou des variétés de poivre ou des variétés de toutes sortes de choses qui font l'objet d'une indication géographique, qui sont protégées et que personne d'autre n'a le droit d'utiliser. Pour vous donner un exemple connu, la maison Yves Saint Laurent en parfumerie avait décidé de baptiser un de ses parfums Champagne. Eh bien, la région Champagne-Ardenne en France, où est fabriquée la boisson qui porte le même nom, a fait un procès pour que Yves Saint Laurent soit obligé de renoncer à ce nom-là, en disant qu'il n'était pas question qu'on puisse utiliser le nom géographique de la région Champagne pour pouvoir désigner un parfum et profiter de la gloire du Champagne et de la Champagne pour pouvoir vendre son produit. Et vous voyez un petit peu jusqu'où les choses peuvent aller. Il y a également toutes les questions relatives au droit à l'image, toutes les questions. Vous voyez que ça peut recouvrir des tas de choses, et ce dont nous allons parler plus spécifiquement aujourd'hui, ce sont les droits d'auteur et les droits voisins dans les domaines des arts visuels. Alors, je vous ai parlé de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, qui regroupe une quinzaine de pays d'Afrique francophone qui sont unis depuis un certain nombre d'années avec des renouvellements, enfin des modifications successives des protocoles qui les gouvernent. Cette OAPI permet l'enregistrement des marques, l'enregistrement de tout un tas de choses, et est composé d'un certain nombre d'annexes relatives à chacune des catégories des arts, des droits en matière de propriété intellectuelle, mais pour les droits d'auteur et les droits voisins, l'annexe donne un certain nombre d'idées générales, mais renvoie à la législation locale, c'est-à-dire que ce n'est pas l'OAPI qui gère ces questions-là, c'est le droit sénégalais. Et ce qui en fait une particularité. Et donc,
nous avons eu successivement plusieurs législations en matière de droit d'auteur au Sénégal, mais celle qui nous régit actuellement date de 2008, et c'est une loi du 25 janvier 2008 qui porte sur le droit d'auteur et les droits voisins, et qui, comme toute loi qui se respecte, n'est pas toujours très simple à essayer de comprendre. Le principe en matière de droit d'auteur, c'est que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Vous savez qu'en droit, chaque mot a son importance et que donc, lorsqu'on doit employer des termes précis pour désigner une situation, on doit vraiment remplir toutes les conditions. J'ai l'habitude de donner comme exemple la définition du vol par la loi, par le code pénal, qui nous dit que c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Si vous n'avez pas ces 4 éléments, ce n'est pas un vol. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais ça veut dire que ce n'est pas cette qualification-là. Et donc, c'est la même chose dans tout ce dont nous allons parler. On est sur des choses qui sont très clairement définies, aussi clairement que possible. Et donc, le droit de propriété, cette propriété est incorporelle, c'est-à-dire que là, je peux avoir un droit de propriété corporelle sur cette chose matérielle que je prends. Un droit incorporel, il est virtuel, ce qui est un terme qui doit pouvoir vous parler. Exclusif parce que ce droit n'appartient qu'à l'auteur et il est opposable à tous, c'est-à-dire que personne ne peut me le contester. Alors, le droit d'auteur naît du seul fait de la création. Parce que j'ai créé quelque chose, mon droit est là. Contrairement à l'idée qui veut qu'il faut avoir enregistré, il faut avoir fait ci ou là pour pouvoir créer ce droit, ce n'est pas exact. Après, nous aurons l'occasion de parler de l'importance fondamentale d'enregistrer, de protéger, etc., parce que ça permet d'avoir des éléments de preuve de ce que l'on avance et des droits auxquels on prétend, mais le droit, il existe du simple fait que l'œuvre a été créée. Et l'œuvre est réputée créée, quelle que soit la divulgation publique ou pas, ou la fixation matérielle ou pas, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. Donc vous voyez que ça peut aller très loin. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas exposé un tableau que vous n'avez pas de droit sur ce tableau. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas fini votre tableau que vous n'avez pas de droit sur ce tableau. Et donc vous voyez qu'on est sur des choses qui sont très importantes. Et le droit d'auteur, et ça c'est une des difficultés que nous rencontrons par rapport au milieu anglo-saxon, le droit d'auteur comprend des attributs d'ordre moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Cela veut dire que la propriété virtuelle, la propriété incorporelle, est indépendante de la propriété de l'objet matériel. J'ai acheté votre tableau, il est chez moi. J'ai la propriété corporelle de votre œuvre, mais vous, auteur, vous conservez la propriété incorporelle, virtuelle, sur cette œuvre. Et même si ce tableau est chez moi, je ne peux pas faire ce que je veux avec. Parce que je n'ai pas le droit de le détruire, je n'ai pas le droit de le repeindre et de le réexposer en mettant ma signature. Il est là, figé, dans la propriété incorporelle qui revient à l'artiste. Alors que dans le système anglo-saxon, pour parler rapidement, c'est plus nuancé que ça, mais pour parler rapidement, chez les anglo-saxons, à partir du moment où vous avez la propriété matérielle, vous avez tous les droits qui vont avec. Donc vous voyez bien que c'est très important pour un artiste d'avoir conscience de ces situations-là, parce que selon l'endroit où vous allez vendre votre œuvre, l'endroit où vous allez l'exposer, etc., les droits ne sont pas forcément les mêmes. Et il faut bien s'assurer par l'établissement de contrats en bonne et due forme que les choses sont clairement serrées sur la question
pour éviter des difficultés ultérieures qu'on ne peut pas, gérer ou qui sont extrêmement difficiles. Alors, il faut bien comprendre que de la même manière que celui qui a vendu l'objet conserve un droit moral sur cet objet, en revanche, du fait qu'il l'a vendu, il n'a plus aucun droit physique sur cet objet. Donc vous voyez, on est dans quelque chose qui joue sur deux notions parallèles qui sont importantes. Alors, le titulaire du droit d'auteur, je prends l'artiste peintre pour aller vite, peut être autorisé par un tribunal, aux conditions que fixe un tribunal, à accéder à l'objet matériel dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses droits. Si j'ai appris que telle personne chez elle a fait telle ou telle chose avec mon œuvre et qu'elle refuse de m'autoriser à entrer chez elle pour la voir, je peux demander au tribunal de m'autoriser à aller voir ce qui se passe pour pouvoir prendre ensuite les mesures que je veux prendre. Donc c'est vous dire comment on jongle sur ces choses-là. Alors, il est important de savoir quelles sont les œuvres qui sont protégeables. Parce qu'on dit... mais c'est toutes les œuvres de l'esprit, quelle qu'en soit la forme d'expression, le mérite ou la destination. C'est important de bien comprendre, bon, quelle qu'en soit la forme d'expression, c'est facile. Le mérite, c'est là on introduit une difficulté, c'est le talent de l'artiste. Un mauvais artiste a les mêmes droits qu'un bon artiste. Ce n'est pas parce qu'une œuvre est d'un obscur peintre inconnu que vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Les droits sont les mêmes. Les questions de capitaux ne sont pas forcément les mêmes, mais les droits sont les mêmes. Et il faut également que la destination, enfin qu'importe la destination de l'œuvre, dès lors qu'il s'agit d'une œuvre en tant que telle, elle suffit pour justifier une protection. Et les œuvres de l'esprit ne peuvent bénéficier de la protection que si elles sont originales. Il est évident que si vous allez recopier ce que quelqu'un d'autre a fait, ce n'est pas une œuvre de... Vous ne pouvez pas prétendre être l'auteur. Donc, l'œuvre qui est dérivée d'une œuvre préexistante peut donner prise au droit d'auteur si elle est originale en soi. Par exemple, les traductions et les adaptations. Une traduction d'une œuvre d'art, d'un roman ou un truc comme ça dans une langue peut donner lieu à un droit d'auteur pour le traducteur, indépendamment du droit qui revient à l'auteur principal. De la même manière, vous avez les anthologies, les bases de données, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui est exclu du droit d'auteur? Il y a les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire et leur traduction officielle n'entrent pas dans le droit d'auteur. Vous avez les idées, les procédures, les méthodes de fonctionnement ou les concepts mathématiques en tant que tels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mis en application. Et puis, vous avez les simples informations, en particulier les nouvelles du jour. Alors, c'est là qu'il faut arriver à faire la différence entre une dépêche qui donne une information sur un fait et puis un article de presse qui contient une analyse de ce qui s'est passé et donc à ce moment-là, un travail intellectuel particulier qui peut être protégé par le droit d'auteur. Alors, le principe en matière de droit d'auteur, c'est que l'auteur est la personne physique qui a créé. Vous savez qu'on distingue une personne physique d'une personne morale. Une personne morale, c'est par exemple une société, une association, là où une fondation, des choses comme ça, là où une personne physique, c'est vous et moi pris à titre individuel. Lorsque l'auteur est marié sous le régime de la communauté, le droit moral et les droits patrimoniaux lui restent propres. Par contre, les redevances provenant de l'exploitation de ces œuvres tombent dans la communauté. Il est très important aussi d'avoir conscience de ça. Selon la façon, le régime matrimonial sous lequel vous êtes marié, l'exploitation de vos œuvres d'art ne se fera pas de la même manière. Et puis, sauf preuve contraire,
la qualité d'auteur revient à celui sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Et ce qui nous amène à une première difficulté, c'est cette manie qu'on retrouve assez régulièrement chez beaucoup d'artistes aujourd'hui, de ne pas signer leurs œuvres. Or, si vous ne signez pas vos œuvres, vous posez un problème supplémentaire. Ça ne dit pas qu'on n'arrivera jamais à vous resituer, mais ça pose une difficulté pour arriver à vous identifier en tant qu'auteur, indépendamment de la difficulté que cela peut poser lorsque l'on veut reconstituer votre carrière ou reconstituer l'ensemble des éléments que vous avez pu accomplir dans votre vie. Si vous n'avez pas signé, si vous n'avez pas daté, cela complique considérablement les choses. Et croyez-moi, lorsqu'un artiste est mort, parce que malheureusement ça arrive aussi aux artistes, lorsqu'un artiste est mort, eh bien c'est extrêmement difficile, parfois, de reconstituer qui a fait quoi, quelles sont les œuvres de qui, à quand remonte et à quelle date lorsqu'on veut reconstituer la vie d'un artiste, la carrière, la trajectoire d'un artiste, les thématiques qu'il a abordées, etc., etc. Si on n'a pas des repères temporels qui sont indiqués sur l'œuvre elle-même, on a beaucoup de mal à arriver à le faire. Alors si on n'a pas envie que ce soit apparent, on peut le mettre au dos de l'œuvre ou sous le pied d'une sculpture, mais il faut le mettre quelque part. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi j'insiste beaucoup. Alors, je peux vous donner un exemple. Il y a quelques années, à l'occasion d'une opération 7 dans un quartier de Dakar, un artiste avait peint un portrait de Nelson Mandela sur un mur, et il l'avait signé, et une maison d'édition de disques a fait un cliché de ce portrait et l'a utilisé pour la jaquette d'un disque. Et il a fait un procès, il m'a demandé de faire un procès contre cette maison de disques qui avait exploité son œuvre sans aucune espèce d'autorisation, sans faire référence à son nom, et comme il a été inscrit, parce qu'en plus elle était signée sous un pseudonyme, mais comme il était inscrit au BSDA à l'époque, avec mention de son pseudonyme, on a pu établir que c'était bien lui l'auteur de l'œuvre en question et que donc il avait droit à des droits d'auteur et que la maison d'édition phonographique devait lui payer des droits auxquels dont elle s'est acquittée, non sans difficulté, mais dont elle s'est acquittée quand même. Donc c'est vous dire que c'est des choses qui sont extrêmement importantes parce que lorsque vous n'avez pas signé vos œuvres, lorsque vous n'avez pas mentionné que c'est vous qui en êtes l'auteur, etc., vous pouvez vous retrouver dans des situations qui sont extrêmement complexes. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelait autrefois le Bureau sénégalais des droits d'auteur et qui est aujourd'hui la SODAV, avec les changements introduits, parce que c'est ce qui permet de donner une légitimité incontestable à vos œuvres et à votre travail. Alors, il y a 2-3 exceptions qui me paraissent importantes à prendre en compte. C'est les œuvres qui sont créées par un salarié ou un fonctionnaire. Nous en parlions tout à l'heure. S'il y a un contrat de travail entre un employeur et un employé, il n'y a pas de dérogation à la jouissance du droit d'auteur. Si en tant qu'employé, vous avez écrit quelque chose, composé quelque chose ou peint quelque chose, le fait que vous soyez un employé n'implique pas que vous n'avez pas de droit là-dessus. Mais si ce travail est fait dans le cadre de vos activités professionnelles, je prends l'exemple qui est le plus fréquent à l'heure qu'il est, des logiciels informatiques. Une société d'informatique qui vous embauche pour faire des logiciels. Quand vous faites des logiciels, vous avez un salaire tous les mois pour pouvoir le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait de votre droit de propriété et existe-t-il? Alors,
le contrat du travail doit avoir mentionné cette question-là et en principe, c'est présumé céder à l'employeur sur un plan patrimonial. Mais l'employeur doit verser quand même une rémunération distincte du salaire et cette rémunération peut faire l'objet d'un processus judiciaire si on ne trouve pas de solution. Le droit d'auteur sur l'œuvre créée par un fonctionnaire naît sur la tête du fonctionnaire. Mais dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, les droits patrimoniaux afférents à une œuvre créée par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues sont, dès la création, cédés de plein droit à l'administration dont dépend l'intéressé. Donc, vous voyez, on est dans des choses qui sont extrêmement complexes. Un fonctionnaire qui va écrire un roman, on ne va rien lui dire. Son roman, c'est lui, il l'a écrit en dehors des heures de bureau. En tout cas, il est supposé l'avoir fait en dehors des heures de bureau. On ne peut rien lui dire là-dessus, c'est à lui, c'est à lui. Mais s'il est payé, mettons, pour écrire des livres destinés au public, mettons des livres d'enseignement ou des choses comme ça, la question est de savoir jusqu'à quel point ces livres en question, les droits d'auteur sur ces livres, appartiennent à l'administration dont il fait partie et par qui il a été payé pour le faire, ou pas. Vous voyez bien que ce sont des choses qui peuvent être complexes. Et puis vous avez les œuvres créées en exécution d'un contrat de commande. Lorsque vous venez faire, on le voit par exemple dans le monde du cinéma, lorsqu'une maison de production paye quelqu'un pour écrire un scénario, en lui donnant les indications, en disant voilà dans quel sens vous allez faire un scénario, il faut savoir que dans ce cas-là, il n'y a pas transfert de ces droits patrimoniaux s'il n'y a pas eu véritablement une disposition contractuelle qui le prévoit. Donc, vous voyez que dans toutes ces questions-là, on est extrêmement précis par rapport aux contrats que l'on doit signer, aux engagements que l'on prend, parce que, évidemment, on court des risques considérables si on n'a pas pris toutes les précautions nécessaires. Et puis alors après et enfin, vous avez les œuvres de collaboration qui sont celles qui mettent en jeu, je reprends le cinéma par exemple, vous avez un producteur, mais vous avez des acteurs, vous avez des costumiers, vous avez des caméramens, vous avez toute une série de personnes qui interviennent tous dans la réalisation du film et il faut arriver à déterminer qui va être titulaire des droits d'auteur et quelle rémunération ils vont avoir. Je peux vous assurer, parce que j'ai l'habitude d'en faire assez régulièrement, que les contrats en matière de cinéma, toutes les séries télévisées que vous voyez là à la télévision, vous n'imaginez pas les montages juridiques qu'il faut faire derrière pour avoir quelque chose qui soit à peu près cadré et qui permette à peu près d'établir les droits de chacun. Dans le droit d'auteur, deux choses distinctes, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le droit moral et le droit patrimonial. Le droit moral est attaché à la personne de l'artiste, mais il est transmissible à cause de mort, c'est-à-dire qu'il part aux héritiers. Il faut savoir qu'il est inaliénable, vous ne pouvez pas vendre votre droit moral, et il subsiste même après la cession des droits patrimoniaux, et il ne peut être l'objet d'une renonciation, et il est perpétuel. Vous voyez, c'est très important, hein, le droit moral d'un auteur sur son œuvre est quelque chose qui passe à tous ses héritiers successifs, et il est perpétuel. Il n'y a pas un moment où on peut dire que ça y est, c'est fini. À la différence des droits patrimoniaux, puisque le droit patrimonial, sur lequel je viendrai plus en détail, est d'une durée de 70 ans après la mort de l'auteur. Et dans les cas de collaboration, c'est après la mort du dernier survivant. Associez-vous avec de futurs centenaires, comme ça vous serez sûr de profiter plus longtemps des sommes que vous allez pouvoir encaisser. Le droit moral
peut être très important. C'est lui qui permet, par exemple, à un artiste, s'il le souhaite, de récupérer une de ses œuvres qu'il a vendue, à condition, évidemment, de dédommager la personne au profit de qui ça a été fait. Dédommager ne veut pas dire rembourser. Ça veut dire tout ce que, par exemple, si la cote de l'artiste est montée entre-temps, etc., il faut pouvoir tenir compte de tout ça, mais on peut le faire. Et il faut également bien concevoir, lorsqu'on est sur du travail en équipe, qu'il y a toute une série de problèmes qui peuvent se poser, en particulier dans le cinéma, lorsque vous faites un scénario et puis que le scénario ne convient pas au producteur, mais qu'on demande à quelqu'un d'autre de le terminer à votre place, etc. etc. Ce sont des choses qu'il faut avoir prévues dans le contrat pour pouvoir être en mesure de les utiliser le cas échéant. Et alors, dans les droits patrimoniaux, vous avez le droit exclusif d'exploiter l'œuvre ou de ne pas l'exploiter. Vous avez le droit exclusif d'autoriser la communication de l'œuvre. Vous montrez l'œuvre ou vous ne la montrez pas. Vous avez le droit exclusif d'autoriser la fixation d'une œuvre, c'est-à-dire, par exemple, de filmer quelque chose ou d'imprimer quelque chose ou d'éditer quelque chose. Et puis, vous avez le droit exclusif de distribution de l'œuvre et le droit exclusif d'autoriser la location des exemplaires de l'œuvre. Par exemple, si vous acceptez qu'une œuvre que vous avez conçue puisse être louée successivement à des personnes différentes, etc. Alors, il y a plusieurs exceptions au droit de communication au public et au droit de reproduction. L'auteur ne peut pas interdire la communication de l'œuvre effectuée à titre gratuit dans le cercle familial. Il ne peut pas non plus interdire la communication de l'œuvre effectuée à titre gratuit au cours d'un service religieux dans des locaux réservés à cet effet. La notion de locaux réservés à cet effet est intéressante parce que on est souvent en dehors de ce registre. Donc c'est important de savoir que la loi fait parfaitement la différence. Et puis, l'auteur ne peut pas interdire la reproduction destinée à un usage strictement personnel, sauf pour la reproduction d'une œuvre d'architecture. Je commande à un architecte le plan d'une maison, je n'ai pas le droit d'utiliser ce même plan pour faire une deuxième maison ensuite, sans le payer. De la même manière, pour les partitions musicales, les bases de données électroniques et les programmes d'ordinateur, etc. Et j'en viens à une question qui a beaucoup agité les esprits et qui continue à agiter les esprits, qui est la notion de droit de suite. Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques et de manuscrits originaux ont, nonobstant toute cession de l'œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre ou de ce manuscrit, faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant postérieurement au premier transfert de propriété. Cela veut dire que si vous avez vendu votre œuvre à quelqu'un et qu'ensuite une maison de vente aux enchères publiques ou un commerçant, c'est-à-dire un galeriste, revend cette œuvre, évidemment, généralement avec une plus-value importante, vous avez un droit de suite. Mais si la vente n'est pas faite dans ce contexte-là, il n'y a pas de droit de suite. C'est-à-dire que si de collectionneur à collectionneur, on se vend des œuvres, il ne peut pas y avoir de droit de suite là-dessus. Ensuite, ce droit de suite au profit de l'artiste, enfin de l'auteur, est un pourcentage de 5% sur le prix de la vente. Et les œuvres d'architecture, les œuvres des arts appliqués ne donnent pas lieu à l'exercice du droit de suite. Et il y a un décret pour les modalités d'exercice du droit de suite qui doit être fixé. Alors, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés dans
sur cette question-là, c'est d'abord la difficulté des restrictions posées par la loi elle-même, lorsqu'elle dit il faut que ce soit fait par un professionnel, par un commerçant ou par une maison de vente aux enchères. Ça, c'est les premières restrictions. La deuxième chose, c'est ce que nous appelons en droit les conflits de droit dans l'espace. C'est-à-dire que ça, c'est une loi sénégalaise. Est-ce que la loi sénégalaise peut s'appliquer si la transaction a lieu ailleurs dans le monde? Ce sont des difficultés qui sont extrêmement complexes à résoudre, pour ne pas dire qu'il n'est pas possible de les résoudre, a fortiori lorsqu'on se trouve dans un système juridique complètement différent. Cela donc diminue considérablement l'impact de ce texte, parce que dans la pratique, il est à peu près impossible à mettre en œuvre. Pour que tout soit dans le meilleur des mondes, il faudrait que la transaction soit faite au Sénégal, bon, pas par des maisons de vente puisqu'il n'y en a pas, mais par des commerçants, et à ce moment-là, on pourrait parler de droits de suite. Mais des droits de suite sur des transactions réalisées à l'étranger, je ne suis pas certain que ce soit réalisable, même si l'annexe de l'OAPI prévoit le droit de suite, qu'on peut considérer que le droit de suite existe donc de droit dans les 15 pays membres de l'OAPI, 15 ou 16 pays, je ne sais plus combien ils sont. La question est de savoir, est-ce que dans leur droit interne, cela existe ou pas? Il faut également regarder les conventions internationales qui peuvent exister, qui peuvent être relatives à ces questions et qui sont loin d'être faciles à résoudre. Mais il faut bien comprendre que cette notion de droit de suite, on en parle beaucoup et les artistes en parlent beaucoup, mais il faut bien se rendre compte que sa mise en application pratique est extrêmement compliquée. Alors, la durée, je vous l'ai déjà indiqué et je ne reviendrai pas dessus. Il faut, si vous voulez, bien comprendre que vous avez un certain nombre de dispositions qui sont, puisqu'on vous dit que la loi est consacrée aux droits d'auteur et aux droits voisins, encore faut-il déterminer qu'est-ce que c'est qu'un droit voisin. Alors, les droits voisins du droit d'auteur sont les droits qui sont accordés, et c'est une innovation de cette législation, aux artistes-interprètes, c'est-à-dire qu'un acteur de théâtre ou un acteur de cinéma ou un chanteur peut avoir un droit reconnu à lui, indépendamment du droit qui est reconnu à l'auteur, vous voyez, pour son travail d'interprète, aux producteurs de photogrammes et de vidéogrammes, donc aux producteurs de cinéma et aux producteurs de disques, aux organismes de radiodiffusion également, et aux éditeurs lorsque l'œuvre est tombée dans le domaine public, sous réserve d'un certain nombre de dispositions. Donc, il est important de savoir que ces droits existent et sont reconnus. Et puis, je terminerai juste avec quelques idées sur la notion de folklore et de domaine public payant. La loi nous dit que la définition du folklore, le folklore s'entend de l'ensemble des productions littéraires et artistiques créées par des auteurs présumés de nationalité sénégalaise, transmises de génération en génération et constituant un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel sénégalais. Là, on est directement en face d'une aberration, d'une incongruité sur un plan juridique. La nationalité sénégalaise, elle n'existe que depuis 1960. Donc elle ne peut pas avoir été transmise de génération en génération, sauf sur 2 générations, 3 au maximum. Donc lorsqu'on parle du folklore en disant que ça doit avoir été créé par des auteurs de nationalité sénégalaise, c'est un non-sens. Donc ça, c'est une des réformes qu'il faut absolument faire le plus dès que possible, parce qu'on est sur des choses qui sont absolument impossibles à appliquer, d'autant que vous savez aussi bien que moi que non seulement la nationalité sénégalaise n'existe que depuis 1960, mais le Sénégal en tant que tel n'existe dans ses frontières que depuis le Congrès de Berlin de 1885. Donc on est dans des choses
qui ne sont pas cohérentes et qui sont extrêmement difficiles à mettre en état. En plus, nous savons très bien qu'une très grosse partie du folklore dit sénégalais et j'allais dire de tradition mandingue et aussi facilement du Sénégal que du Mali que de la Guinée. Je vous défie de me dire que c'est bien dans le cadre des frontières sénégalaises que ce folklore a été mis en œuvre. Vous n'avez pas le droit d'exploiter ce folklore sans un certain nombre d'autorisations et sans payer des droits qui doivent être ensuite réutilisés, puisqu'il n'y a pas d'auteur, qui doit être réutilisé au profit de la communauté artistique, culturelle, etc. Enfin bon. Alors, pour gérer ces droits d'auteur, la loi a institué une ou plusieurs sociétés de droits d'auteur, c'est le terme technique qui est employé, mais limité à une pour au moins 5 ans, ce qui ne veut rien dire en droit, parce que au moins 5 ans, ça ne dit pas quelles sont les limites temporelles. Et donc, cette société est constituée pour pouvoir administrer toute la question des droits d'auteur et faire des redistributions ensuite. Et vous pouvez voir que régulièrement, la SODAV, puisque c'est d'elle qu'il s'agit en l'état actuel des choses, régulièrement fait des appels à la communauté artistique pour venir toucher les dividendes de leurs revenants. Il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à mettre en œuvre. Ça demande des moyens de contrôle et des moyens d'intervention qui sont extrêmement difficiles et que c'est facile effectivement de reprocher beaucoup de choses à ce genre d'institutions partout à travers le monde, mais il faut bien se rendre compte qu'elles n'ont pas la tâche facile. Voilà, je vous rends la parole, monsieur. Oui, merci vraiment d'être venu vous aussi répondre à notre invitation. Merci aussi à Sylvain Sankale pour sa disponibilité. Parce que j'avoue qu'en fait, lorsqu'on lui a proposé le sujet, il avait énormément de charges ailleurs, mais il s'est trouvé un créneau parce que c'est un militant de la culture. Et pour cela aussi, en fait, nous voudrions, moi je voudrais vraiment, par votre nom, le remercier. Le mot de la fin. Je voudrais remercier M. Sankale donc, pour la disponibilité dont il a fait montre. M. Massamba Gueye, qui nous accompagne depuis le début des activités et toutes les personnes qui sont présentes ici. Merci beaucoup. Merci aussi à la SODAV. Merci d'être venu. Merci beaucoup.